Madame la présidente, merci. Monsieur le ministre, chers collègues, le dépôt de cette motion de rejet nous est apparu à mon groupe et moi comme une nécessité. Le texte de loi que vous nous proposez pour sécuriser et réguler l'espace numérique est un faux-nez. Vous l'avez reconnu vous-même lorsqu'on vous a auditionné en commission spéciale, monsieur le ministre Barrot. Je cite exactement votre réponse quand je vous faisais remarquer l'insuffisance et l'inefficacité de votre loi pour relever les défis pourtant importants du numérique. Vous m'avez répondu avec l'honnêteté qui vous caractérise. Je suis d'accord avec vous, ce texte en lui-même ne peut rien résoudre. C'est un aveu à la fois honnête, en effet, et triste, car justement il y a une urgence à mettre un coup d'arrêt aux abus des plateformes Internet, à la maltraitance et au harcèlement numérique et tout particulièrement à l'exposition des plus jeunes à un Internet aux mains d'industriels sans scrupules. Avant d'exposer toutes les raisons de cette motion de rejet, permettez-moi quand même de verser à votre crédit, en plus de votre honnêteté lors du débat en commission, une autre qualité. Vous avez fait l'effort de parler avec les différents groupes parlementaires. Et c'est assez rare pour être souligné parce que nous, la France insoumise, nous avons eu le droit à 2 rendez-vous qui nous ont permis de se dire nos profonds désaccords. Je salue aussi, du coup, la qualité, qui est la même, de monsieur le rapporteur général Paul Midi, qui a permis que le travail parlementaire se fasse dans une atmosphère respectueuse des divergences. Ceci dit, j'en viens aux raisons de cette motion de rejet. Nous estimons que nous ne pouvons pas voter cette loi. Monsieur le ministre, vous mettez dans ce texte de loi pêle-mêle la lutte contre la pédopornographie, la lutte contre les ingérences étrangères, contre le cyberharcèlement, contre l'exposition des mineurs à la pornographie, le contrôle des nuitées de location saisonnière, la désignation de signaleurs de confiance, la lutte contre les révoltes urbaines et les manifestations non déclarées, les arnaques en ligne, et au milieu de tout ça, un article que nous appelons tous ici l'article Sorare, pour permettre à une entreprise, l'entreprise Sorare de jeux d'argent, d'échapper aux règles et à la fiscalité des jeux d'argent. Alors évidemment, ce gloubi-boulga est indigeste, aussi bien pour les enfants qui ne seront pas plus protégés avant qu'après cette loi, et pour les adultes qui risquent de voir leurs libertés individuelles gravement mises en péril. Quelle est donc la portée de cette loi pour protéger les enfants ? Si j'en crois la tribune publiée par les représentants de Respect Zone, Agir contre la prostitution des enfants, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, Caméléon Association France, Stop VO Enfance sans violence, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, les associations Crise internationale, Éveil, la Fondation pour l'enfance et même l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme, cette loi est une régression même par rapport à la législation existante. Je les cite pour que vous ne prétendiez pas que c'est une posture que j'emprunterai là. Voilà ce que ces défenseurs des enfants écrivent. La majorité présidentielle vote une loi, c'était celle de 2020, dont la constitutionnalité est confirmée et qui est sur le point d'être appliquée. Et puis, cette même majorité sabote le dispositif existant au dernier moment en votant une nouvelle loi qui s'apparente à une véritable bouée de sauvetage pour les géants du porno et qui affaiblit la protection des enfants. Et toutes ces associations-là vous demandent de retirer le titre 1, monsieur Barrot. Nous, les Insoumis, nous demandons aussi que la réalité que ces experts décrivent soit prise en compte. Et je demande ici aux députés qui sont assis sur tous les rangs d'avoir en tête cette déclaration des associations au moment de voter la motion de rejet. La protection des enfants passe par la volonté politique de mettre des moyens dans l'éducation numérique et dans l'éducation sexuelle des adolescents. Or, votre gouvernement ne fait rien pour appliquer et respecter la loi en vigueur en matière de prévention et d'éducation sexuelle. D'après une enquête de la Direction générale de l'enseignement scolaire, seulement 13,5% des élèves en école primaire ont bénéficié des 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité qui sont pourtant prévues dans le Code de l'éducation. Malheureusement, monsieur le ministre, vous renvoyez cela à votre collègue qui est à l'éducation pour un hypothétique futur projet de loi censé répondre à l'impérieuse nécessité de mener une politique de prévention et d'éducation. Avec ce gouvernement, on a compris une chose. Dès qu'il s'agit de moyens réels, nous sommes renvoyés aux calendes grecques, vu que de toute façon, la loi de finances passera sans discussion avec un 49.3. Je disais que ce texte est un faux-nez. Je m'explique, vous prétendez sécuriser et réguler, mais ce que plusieurs associations et collectifs de défense des droits et libertés voient dans ce texte, c'est votre intention obsessionnelle de placer les internautes sous surveillance généralisée.
Au nom de la sécurité des enfants, dont on a vu qu'il n'en est rien, vous allez imposer non seulement pour les sites porno, mais aussi pour les réseaux sociaux, des contrôles à l'entrée. Contrôle d'identité pour tout le monde, vos papiers, s'il vous plaît. Car je le dis à nos concitoyens qui sont laissés dans l'ignorance, cette loi vise à ouvrir le chemin du contrôle d'identité pour l'accès à Internet et aux services d'Internet. Le gouvernement veut commencer par les plateformes porno, les jeux non monétisables, mais il va poursuivre avec les réseaux sociaux et vous verrez que bientôt il s'attaquera aux messageries qui devront demander aussi une identification. Vous ne pourrez plus ouvrir un compte et même posséder un compte sans avoir au préalable donné votre carte d'identité à une société privée qui, pour le compte d'une autre société ou de l'État, vérifiera votre âge, vérifiera que vous n'êtes pas inscrit dans un fichier de condamnés à un bannissement numérique ou dans un fichier de condamnés pour appel à une manifestation non autorisée. Ainsi, vous serez libre d'aller sur Internet à la seule condition de vous identifier. C'est comme pendant le Covid. Vous êtes libre de sortir avec autorisation préalable de sortie consentie par la coercition sociale. Si vous voulez une vie sociale, une vie citoyenne, montrez patte blanche. L'État doit pouvoir tout savoir de vous. C'est de cela dont nous parlons. Les politesses de la commission spéciale n'ont pas permis de cacher la réalité. Peut-être que d'autres groupes ici estiment que ce n'est pas grave, mais pour tous les défenseurs des droits fondamentaux et des libertés, il y a alerte sur la dérive liberticide de ces mesures. La double vérification que vous proposez est le cheval de Troie du contrôle d'identité numérique généralisé. C'est une arnaque, ce qui est cocasse pour un gouvernement qui prétend lutter contre les arnaques en ligne. Je rappelle que le droit à l'anonymat en ligne est consacré par le droit international et la Constitution française. Si le gouvernement français fait sauter ce verrou, nous nous dirigerons inexorablement vers une société du contrôle social à la chinoise. Vous ouvrez déjà la voie à la censure d'État avec votre filtre dit anti-arnaque, justement, qui est prévu à l'article 6 et qui permet à l'autorité administrative d'exiger le blocage de certains sites par les navigateurs. Évidemment, en principe, cela ne doit concerner que les sites frauduleux. Mais comment garantir qu'à terme, un gouvernement ne l'utilise pas à des fins politiques? En France ou ailleurs, c'est bien le reproche que nous vous faisons dans ce texte. En voulant tout régler par la technique, vous jetez nos principes de justice, de liberté d'expression et de démocratie aux orties. Et entre le modèle chinois du numérique et le modèle américain des GAFAM, un autre espace numérique est possible. Notre souveraineté nationale passe aussi par le numérique. Nous avons 10 ans de retard, peut-être 15, mais c'est encore jouable, à condition de faire autrement que ce que vous faites. J'en viens à ce sujet, celui de la souveraineté numérique, car vous l'avez beaucoup à la bouche. Mais concrètement, ce projet de loi ne permet encore rien, et rien avant longtemps. Le problème des règlements européens qui sont inscrits dans ce texte de loi est qu'ils sont limités. Ils sont le fruit d'un compromis entre beaucoup d'intérêts divergents et sous influence des GAFAM et des géants du web. À cela s'ajoute que la position française est antinomique avec celle de l'Allemagne en matière d'hébergement des données. Oui, dans l'idéal, la stratégie européenne pour les données devrait permettre de mutualiser les moyens des différents pays européens et ainsi abaisser les barrières à l'entrée d'un marché qui sinon restera monopolisé par les géants américains. Mais regardez les choses en face. La différence de vue avec l'Allemagne sur l'indépendance numérique laisse peu de place à une stratégie européenne cohérente et efficace. L'Allemagne fait le choix délibéré des centres de données américains afin d'obtenir la garantie de pouvoir pénétrer le marché américain. Difficile dans ces conditions de développer une politique européenne cohérente. Pour l'Allemagne, la souveraineté est un frein à l'exportation de ses biens. Elle doit donc nécessairement passer par une alliance contractuelle avec les marchés extérieurs, en l'occurrence américains. Pour nous, notre souveraineté passe, tenez-vous bien, par la planification écologique. Monsieur Barrot, il est temps d'intégrer dans votre logiciel de ministre du numérique la dimension écologique comme une dimension fondatrice, non seulement de notre souveraineté, mais aussi de notre équilibre territorial et comme un moyen de faire l'égalité pour l'accessibilité de tous les citoyens. Vous faites l'impasse totale sur la sobriété numérique et les enjeux écologiques du numérique,
au moment où l'empreinte environnementale du numérique va passer de 2,5% à 7% des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici à 2030. La consommation d'électricité va exploser dans les années à venir et les data centers sont toujours plus énergivores. C'est en pensant la dissémination des data centers sur l'ensemble du territoire, c'est en pensant la consommation énergétique et l'utilisation de l'énergie produite qu'on peut développer sur un plan quinquennal les infrastructures indispensables pour stocker les données de santé, les données des entreprises et des collectivités et ainsi mettre à l'abri cette richesse des puissances étrangères et en même temps cette richesse qui est un véritable talon d'Achille pour nos entreprises, nos sociétés, notre pays. C'est en pensant aussi à un cloud souverain qui garantisse une maîtrise globale de la chaîne de production matérielle et logicielle sans recours à la sous-traitance. Malheureusement, ce projet de loi va nous mettre en retard et vous refusez même l'idée d'une planification écologique dotée d'un agenda, d'un budget, d'une stratégie globale. Il en va pourtant de notre souveraineté économique et de la sécurité des données, des collectivités, des entreprises et de nos concitoyens. J'en arrive à un dernier sujet qui, j'espère, terminera de convaincre mes collègues de voter la motion de censure, de rejet. La motion de rejet, pas de censure. Ça, c'est pour la prochaine fois. Il s'agit de l'article 15. Le fameux article SORAR. Cet article est la preuve, s'il en manquait encore, que ce projet de loi est une fumisterie. Vous avez d'abord tenté de le cacher en demandant une habilitation à légiférer par ordonnance. Puis vous essayez de nous amadouer en nous promettant une expérimentation qui, on le sait tous ici, s'éternisera. Ce débat est vraiment important, car l'Autorité nationale des jeux nous alerte sur le taux de prévalence. Le taux de prévalence, c'est le taux de joueurs ayant une pratique jugée problématique des jeux à objets numériques monétisables. Ce taux s'élève à 20%. C'est 2 fois plus que pour les jeux d'argent classiques. Il monte à 27% dès qu'on parle de jeux du type SORAR. SORAR, c'est le non-dit, le grand tabou de ce projet de loi, qui est créé en réalité exclusivement pour cette licorne française en déclin. Soyons clairs, SORAR propose des services à la lisière entre jeux d'argent et paris sportifs. Il devrait y être assimilé. Au lieu de ça, on crée un véritable régime d'exception pour une seule entreprise. Le droit est précis. L'article L321 du Code de sécurité intérieure indique que sont réputés jeux d'argent et de hasard et comme tels toute opération offerte au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquels un sacrifice financier est exigé. C'est exactement le principe du jeu SO5 de la société SORAR. Elle regroupe absolument tous les critères d'un jeu d'argent. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent même pas. Leurs publicités disent jouer et collectionner des cartes au format NFT, des milliers d'euros de crypto à gagner. Je ne vois vraiment pas, Monsieur le Ministre, ce qui les distingue foncièrement d'un jeu d'argent et de hasard, si ce n'est, surprise, les cadeaux fiscaux que vous vous apprêtez à leur faire. Je sais que vous allez me répondre innovation et liberté. En réalité, vous déroulez le tapis rouge à ce type d'entreprise. Vous voulez les favoriser alors qu'elles visent un public jeune. Vous ne pouvez pas justifier cela par la création d'emplois, c'est faux. Vous l'ignorez peut-être, mais la société SORAR, c'est peut-être des centaines de millions d'euros de levée, mais c'est très peu de création d'emplois, à peine quelques dizaines. Vous leur permettez aussi et surtout donc de bénéficier d'un régime fiscal particulier. On n'en connaît pas les contours. Vous nous avez renvoyés au PLF. Sauf que le PLF, il n'y aura pas de discussion puisqu'il y aura un 49.3. Donc, on va vous interroger là-dessus et j'invite tous mes collègues à s'opposer à cet article 15. Voilà. J'ai exposé en peu de temps les lignes rouges qui nous poussent au rejet global de ce texte. Je sais que de nombreux députés, y compris dans les rangs de la majorité, membres de Renaissance même, partagent mon point de vue. Nous ne sommes pas dans les caricatures, ni les oppositions de circonstances. Ce texte suscite des doutes chez vous. La meilleure chose à faire quand on doute, même surtout quand on est en charge de la loi, c'est de se donner le temps de lever les doutes. Le rejet du texte est l'occasion de se remettre au travail pour faire mieux. Merci, Madame la députée.